Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live sur les Digital Cleanup Day, émission spéciale sur la pollution numérique parce que oui, ça existe sans s'en rendre compte avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Eh bien, on consomme de la data et on va comprendre pourquoi aujourd'hui. L'objectif de cette émission, c'est donc de prendre du temps pour nettoyer nos données et puis d'allonger la durée de vie de nos équipements. Au sommaire de cette émission, la collecte et le recyclage des téléphones portables. On parlera également des ordinateurs. Comment gérer les données de recherche de l'imagerie médicale et puis focus sur les fichiers vidéo qui prennent énormément de place et puis plein de conseils sur des bonnes pratiques. Et je ne suis pas tout seul pour vous en parler. Voici nos spécialistes. Cathy Munch, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale Centre Val-de-Loire. Et puis Bertrand Billot, bonjour. Bonjour. Vice-président de l'Université de Tours en charge du numérique et des systèmes d'information. Bertrand Billot, première question. J'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui vous aviez envie qu'on parle de la pollution numérique. On connaît la pollution des pots d'échappement. La pollution du numérique, c'est déjà un peu moins clair pour moi. Alors moi, je suis informaticien depuis plus de 30 ans et je vois comment l'informatique a évolué dans nos vies et nos usages. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où le numérique, c'est quasiment autant, et d'ici 2025, ce sera le cas, autant que la pollution, je dirais, de l'aviation civile. Alors, quand on dit qu'on produit de la data, moi j'ai besoin de comprendre la data, c'est quoi finalement? Il y a la data, il y a le matériel. La data, c'est l'ensemble des créations, je dirais, de fichiers et de contenus numériques qu'on va retrouver sur nos disques durs locaux, dans nos clouds, et puis aussi sur l'ensemble des serveurs de notre université. Et on parle aussi de transfert de cette data, de ces data, des centres de données jusqu'à nos ordinateurs. D'accord, donc la pollution numérique, Cathy Munch, à l'image de toutes les pollutions, et il y en a des pollutions différentes, c'est un problème dont s'empare la région. La région se positionne vraiment sur cette lutte contre la pollution numérique ? Oui, absolument. Elle se positionne d'abord sur les enjeux de la transition numérique. C'est le cas depuis, je crois que c'est la première région qui a créé un conseil régional du numérique, le CRNUM, en 2019. Et c'est vrai qu'on a souhaité s'emparer de ce sujet du numérique responsable, à l'initiative d'ailleurs des experts du CRNUM, pour aborder un sujet qui est finalement difficile à saisir. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une poubelle, ça crée des déchets. Aujourd'hui, le digital, pour nous, c'est du virtuel. Exactement, c'est immatériel. On a l'impression que ça passe dans l'air, que c'est propre, etc. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'empreinte carbone du numérique, c'est plus que les déchets. Que nos poubelles. Voilà. Donc il faut avoir cette conscience-là pour ensuite développer des capacités à agir. Et je pense qu'on en a à tous les niveaux. Alors justement, pour comprendre cette pollution et puis pour mettre en place des actions après, il faut de l'information. Il y a les Human Tech Days, des événements interdépartementaux, je dirais, qui permettent de sensibiliser un peu tout le monde. C'est quoi les Human Tech Days ? Les Human Tech Days, c'est l'idée, la conviction et la résolution des élus régionaux de se dire depuis 6 ans maintenant que le numérique est présent dans nos vies partout, mais qu'on est, comme dans toutes les révolutions technologiques, on n'est pas obligé de subir ou d'être asservi par ce numérique et qu'on peut en faire quelque chose au service de l'humain. Et donc, voilà, ces événements, chaque année, ils nous permettent de déployer partout sur le territoire et auprès de tous les publics des éléments qui permettent de traverser un certain nombre de problématiques. On parle de cybersécurité, de cyberharcèlement, de la place des femmes. En fait, de ne pas subir le digital, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, voilà, ces questions qui sont posées à travers la transition numérique, il faut qu'on puisse chacun s'en emparer pour, en tant que citoyen, être acteur et que finalement, ce numérique, il soit à la fois responsable, solidaire et innovant. Alors il y a également un nouvel événement, où là on est clairement dans le sujet du jour, ce sont les rencontres du numérique responsable. Ça a lieu le 16 avril à MAM, donc à Tours. C'est un événement pour les associations et pour les professionnels, c'est pas pour le grand public pour cette fois. Qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va y faire ? Alors on va apprendre à peut-être mieux mesurer, appréhender cette empreinte carbone. On le disait, il y a à la fois l'empreinte carbone qui est due au matériel, qui représente 3/4 de la pollution numérique, et puis il y en a un quart qui est dû aux usages. Donc on a tous
de la capacité à agir pour à la fois, à travers le cycle de vie des matériels, travailler à prolonger leur cycle de vie ou à recycler. Ne pas être dans le tout jetable. Exactement. Mais dans la maintenance. Voilà. Et donc, si je fais un parallèle entre un meuble, par exemple, ou une étagère qu'on surchargerait perpétuellement avec des livres, évidemment, elle va durer moins longtemps. C'est la même chose pour les équipements numériques. Donc, on a des bonnes pratiques, des nouvelles routines ou des nouveaux réflexes à prendre en compte. Et puis, pour les données, c'est la même chose. Se poser la question des données qui sont utiles, inutiles, de qu'est-ce qu'on conserve et de comment on ne surcharge pas les serveurs qui consomment beaucoup d'énergie. Ouais, on va voir que finalement, lutter contre la pollution numérique, c'est aussi faire des choix. À un moment, en tout cas, se poser la question de ce qu'on stocke ou de ce qu'on ne stocke pas. Bertrand Billot, la loi s'empare de la pollution numérique. On parle de la loi RIN. La loi RIN, donc, c'est le 15 novembre 2021. Donc, l'État s'est emparé, je dirais, des problèmes d'écologie du numérique. Et cette loi impose à l'ensemble des collectivités, entreprises, établissements du supérieur, associations, de mener une politique résiliente au sein du numérique. Alors, ça va jouer sur, on vient de le dire, le matériel, mais aussi les données. Oui. Et pas mal aussi sur la sensibilisation, je dirais, des esprits. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est que le numérique n'a rien de virtuel. Il est bien physique et il est bien là et il consomme. Vous nous parlez de Pro3. Il faut rejoindre, entre guillemets, ce mouvement. C'est quoi Pro3, Bertrand Billot ? Je vous fais un historique assez rapide. Dans l'équipe présidentielle d'Arnaud Giacometti, dans laquelle j'ai été élu, président de l'université actuelle de Tours, nous avons une grande feuille de route, une grande partie de la feuille de route qui est axée sur l'écologie. Pas que du numérique, les transports, l'alimentation, le logement. Le numérique donc trouve sa place et sa part. Et j'ai décidé, moi, dans ma feuille de route, de regarder ce qu'on pouvait faire. Et je suis parti, je dirais, des rapports, que ce soit ceux du CNRS, de l'ADEME, de l'INR, Institut du numérique responsable. Qui disent qu'il y a urgence ? Ils disent qu'il y a urgence, ils donnent aussi des conseils. Par exemple, le CNRS, avec son outil EcoDiag, permet de mesurer l'impact d'un parc informatique au niveau CO2, donc c'est important. Oui, de savoir où on en est. Et donc, dans cette équipe, j'ai mené un certain nombre d'actions, et puis j'avais besoin de les financer. Et l'Agence nationale de la recherche a fait un AMI, appel à manifestation d'intérêt, qui s'appelle DEMO-ES, démonstrateur de l'enseignement supérieur, dans lequel il est proposé à tous ceux qui souhaitent de répondre, de proposer des actions dans le numérique. Pro3, c'est notre réponse à nous, les deux universités, Orléans et Tours, l'INSA et aussi le CNAM, Centre Val de Loire. Notre réponse a été d'aller sur de la pédagogie numérique, sur des solutions EdTech, mais aussi sur une grande partie, je dirais, d'écologie. Et d'écologie, de transformation numérique, de dire on va essayer de faire quelque chose. D'avoir de l'action, finalement, de ne pas juste se dire qu'il y a un problème. Oui, et on en a parlé. On sait aujourd'hui que c'est entre 75 et 80%, c'est le matériel. Donc la loi RIN est dans nos Pro3. On a décidé tout de suite de passer les garanties à 7 ans. 7 ans, c'est, alors qu'on changeait nos machines entre 3 et 5, c'est quasiment doublé. On stoppe le tout jetable et on fait de la maintenance. On va en parler justement. Près de 700 PC à l'université de Tours. On imagine qu'à 7000. 7000, pardon, j'avais oublié un zéro. À la région, on imagine qu'avec tous les agents, il y a du PC, il y a du téléphone, il y a plein de choses comme ça. Il faut limiter le stockage massif. Vous faites dans vos services les uns et les autres des réunions de sensibilisation, parce que personnellement, je n'étais pas tout à fait consciente qu'avec mon téléphone et mon ordi, j'étais quand même dans la pollution. Comment on fait à la région ? Je pense que une collectivité est aussi un employeur, et donc qu'à ce titre, évidemment, il faut être exemplaire sur ces sujets. Et donc c'est vrai que ces sensibilisations, elles s'amorcent, sont des sujets dont on a, je pense, collectivement pris conscience récemment, mais qui font l'objet en effet de sensibilisation sur la question du stockage, sur les bons usages, sur avoir peut-être d'autres réflexes, d'autres routines. Et donc c'est vraiment précisément au sein de la collectivité régionale des démarches qui sont aujourd'hui engagées et qui vont prendre de l'ampleur. Alors justement, moi j'ai envie de comprendre qu'est-ce que je fais avec mon ordinateur. On va commencer à donner des conseils très très pratiques avant de conclure cette première partie. Qu'est-ce qui pollue le plus quand j'utilise mon ordinateur ? On me dit parfois il vaut mieux utiliser le Wi-Fi plutôt que la 4G. Ou Bertrand, aidez-moi.
Non, oui, alors, le Wi-Fi plutôt que la 4G, bien évidemment. Oui. La première chose, on l'a dit, c'est 75%, c'est la fabrication. Oui. Donc faites durer votre matériel. Donc, comment on fait durer son matériel? Quand on ne l'utilise pas, on l'éteint. Déjà, Oui. c'est une bonne pratique. Oui. C'est pas, je vais faire une pause d'1 heure, tant pis s'il est allumé dans un coin. Mais Donc, en veille, ça marche pas? la veille consomme un peu, c'est déjà bien. Donc de j'éteins mettre en mon veille. ordinateur. Éteignez votre Très bien. ordi. Au bout d'1 heure, éteignez votre ordi. Okay. C'est quand même, c'est une bonne pratique. Oui. Dans les autres bonnes pratiques que moi je préconise, aujourd'hui, on a beaucoup de logiciels qui vont être installés de base, qu'on n'utilise pas, mais qui sont actifs sur votre machine et qui vont causer avec des centres de données pour se mettre à jour, pour faire des notifications. Donc je regarde... Alors moi, ce que j'ai décidé, c'est au sein de mon université, on a fait une revue de logiciels et je fais supprimer dès l'install de base l'ensemble des outils dont on n'a pas besoin, mais qui sont livrés, je dirais, nativement avec le matériel. Donc s'ils ne sont pas là, ils ne causent pas. Et ça, c'est du trafic réseau économisé. On achète bien de base, on achète un bon produit qui dure dans le temps et on n'achète pas une grosse promo sur les ordinateurs. Ou on achète du matériel fiable, de bonne marque, je dirais. Je pense qu'on n'y est pas encore, c'est ce qu'il faudrait tendre. Aujourd'hui, on a certaines boîtes qui proposent un indice de durabilité et réparabilité sur leur matériel. Je pense que les garanties, c'est ça qui est important. Oui. Des garanties de 7 ans, ça force les constructeurs à faire du matériel de qualité. Parce qu'ils seront obligés de répondre. Et quand on doit changer une carte mère au bout de 4 ans parce que c'était pas terrible, ça leur coûtera plus cher que de faire directement du bon matériel. Il va falloir, dans les collectivités, les institutions, réfléchir aussi à... Il y a peut-être des habitudes qui ont été prises, qu'il va falloir changer. Pas simple quand il y a quand même 3000 agents. Pas simple, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie adhésion aussi citoyenne, donc des professionnels en tant que citoyens aussi à ces enjeux-là. C'est, je crois, aujourd'hui le bon moment pour avancer, et notamment pour faire le tri. On parlait des supports, etc. On peut dire, voilà, par exemple, les supports vidéo sont très consommateurs d'espace, de place. Et vous parliez des bons conseils. Moi, j'aurais évoqué là la jeunesse, plus sur les agents de la région, mais sur des jeunes qui sont des gros consommateurs du numérique, mais qui, en réalité, par l'utilisation des messageries instantanées, ont finalement des pratiques qui sont plus vertueuses, parce que ces messageries instantanées, elles sont moins consommatrices. C'est quoi, c'est WhatsApp par exemple, c'est Snap, Messenger, voilà. Tous les trucs de jeunes. Tout ce qui laisse pas de traces au final. Exactement. Donc voilà, pour donner un petit exemple, mais ça par exemple, c'est une pratique qui est plus vertueuse et moins consommatrice d'espace. Alors, on va continuer à dérouler dans cette émission toutes les bonnes pratiques pour en apprendre plus sur la lutte contre cette pollution numérique. Merci beaucoup Cathy Munch d'être venue dans cette émission. On va tout de suite parler d'un objet qu'on a tous dans nos tiroirs, en masse, les téléphones portables. Les téléphones portables, objets pratiques, mais peut-être maléfiques. En tout cas, c'est ce qu'on va voir sur cette partie d'émission. Véronique Chatin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la transformation numérique du territoire à Tours Métropole Val-de-Loire. Bertrand Billot, vous êtes toujours avec nous. L'objet maléfique dont je parle, c'est bien sûr le téléphone portable. On en a un, on en a deux, parfois on en a même trois avec le travail. Un objet utilisé qui finit souvent dans nos tiroirs. Tours Métropole agit et met en place la collecte de ce déchet parce que le téléphone portable est un déchet finalement. Oui, alors c'est un déchet qu'on peut valoriser, donc ça c'est intéressant. Et donc effectivement, depuis 3 ans maintenant, le Tours Métropole Val-de-Loire s'associe à Écosystème pour organiser une grande collecte à destination du grand public pour récolter donc tous les téléphones qui restent dans les tiroirs et qui ne servent plus à rien, enfin pour les gens qui les ont dans leur tiroir en tout cas, et qui peuvent dans certains cas être reconditionnés et avoir une seconde vie et être de nouveau utiles ou au moins recyclés de la bonne manière. Alors justement, comment se passe cette collecte? C'est-à-dire que ce sont des collectes avec des dates précises, dans des lieux publics ou dans des... Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs dispositifs. La collecte annuelle, en général, elle est entre le mois de juin et le mois de juillet. Et en fait, il y a des urnes qui sont déposées dans des lieux publics, notamment dans les mairies, des petites Comme on mettrait urnes. Des piles, par exemple. Voilà, exactement. Partout, et donc, on peut venir amener son téléphone dans ce cadre-là. Mais bien entendu, les dispositifs habituels
de recyclage des déchets électroniques, comme les déchetteries ou la Trimobile, restent opérants, eux, tout au long de l'année. La Trimobile, c'est un petit camion qui sillonne les marchés, je crois, sur la métropole, où on emmène nos petits appareils électriques, c'est ça? C'est exactement ça, oui, tout à fait. Et puis, non seulement on amène son petit matériel électrique, mais il y a aussi les ambassadeurs du tri qui sont là pour expliquer et nous sensibiliser aux bons gestes, en fait. Bertrand Bayot, pourquoi on a tant de mal à jeter son téléphone portable? Personnellement, j'en ai plein mes tiroirs, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je me dis, il y a des photos que j'ai pas su télécharger, par exemple sur un ordinateur ou un disque dur. Est-ce que c'est ce qui nous bloque un petit peu dans le fait de vraiment laisser tomber ce produit-là et le mettre au recyclage? Je ne sais pas si c'est la raison première, mais c'en est une. Oui. Du moment où vous changez votre téléphone parce que l'autre ne fonctionne plus, vous avez des données dedans, et s'il ne fonctionne plus, vous ne pouvez pas le reformater ou le remettre à zéro, et la peur que ces données soient récupérées par un tiers fait qu'on préfère le laisser dans son tiroir en disant, bon, au moins, c'est pas perdu. Oui. Et puis l'autre côté, c'est que s'il n'est pas en panne, mais qu'on a changé, on se dit, bah, tiens, il pourra servir peut-être aux enfants ou à quelqu'un qu'on a besoin dans la famille. Et puis souvent, comme on a une obsolescence programmée sur ce genre d'appareil, il reste dans le tiroir. Ce scénario n'arrive pas, ouais, c'est ça. La métropole a signé une politique numérique responsable. Ça veut dire quoi dans les faits? Parce que vous aussi, vous vous engagez sur cette lutte contre la pollution numérique. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit comme tout à l'heure, Bertrand parlait de la loi Rennes, et donc la stratégie numérique responsable adoptée par la métropole et par la ville de Tours s'inscrit effectivement dans cette perspective et dans cette obligation. Les élus de la métropole ont voté la stratégie numérique responsable le 12 février dernier, et les élus de la ville le 19 février. Et donc notre stratégie numérique responsable, elle s'articule autour de 3 piliers en fait. Le premier pilier, c'est de travailler à réduire l'empreinte environnementale de nos systèmes d'information. Tous les outils qu'on met en place pour faire fonctionner les services de la métropole et de la ville. Ça va être quoi, par exemple? Ça va être, par exemple, d'allonger la durée de vie de nos postes, de travailler surtout à l'éco-conception des applications et des sites web. C'est-à-dire que quand on a des applications qui sont mal conçues, elles sont plus consommatrices de ressources et elles vont nécessiter qu'on change le téléphone plus rapidement, qu'on change le PC plus rapidement. Si on travaille à mieux les concevoir dès le départ, à inciter nos éditeurs à mieux travailler dès le départ, on va pouvoir prolonger indirectement la durée de vie de notre matériel. Voilà. Donc ça va être des actions de ce genre-là. Donc agir aussi auprès de dans notre politique d'achat. Voilà, on a ce sujet-là. Donc ça c'est notre premier pilier. On se regarde et on s'améliore. Ouais. Le deuxième pilier, c'est mettre le territoire en mouvement. Donc mettre en place des opérations de sensibilisation autour du numérique responsable. Le Digital Cleanup Day en fait partie. Bien sûr. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut créer des liens entre les différents acteurs du territoire qui peuvent agir d'une manière générale sur le sujet du numérique responsable. Et notre troisième pilier, c'est un peu de prendre le contre-pied, de se dire le numérique, on en parle beaucoup comme étant une charge environnementale, mais c'est aussi un atout, c'est aussi une possibilité quand on met en place des ordinateurs portables pour que les agents télétravaillent. Oui. Quand ils télétravaillent, ils ne se déplacent pas, donc l'utilisation d'un outil numérique diminue les déplacements, donc est vertueuse pour l'environnement. Sataniser. C'est ça, c'est trouver le bon équilibre pour utiliser le numérique à sa juste valeur, parce que c'est un atout, ça permet de faire des choses formidables, mais l'utiliser dans un cadre raisonné et avec une balance environnementale positive. Alors, à l'Université de Tours, 500 lignes actives, Bertrand. Les bonnes pratiques, c'est d'abord de protéger son ordinateur, ça paraît bête, mais une bonne coque et puis une bonne petite pellicule pour éviter de casser l'écran. J'ai un téléphone dont l'écran est cassé. Qu'est-ce qu'on fait à l'université pour faire durer finalement ces téléphones et prendre conscience qu'on n'en distribue pas à tout va, que ça se gère en fait après? Alors ça gère la gestion en fait, on a des demandes, des obligations de service, donc on fournit. Pour moi, une des choses, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de protéger son téléphone avec un petit écran de protection et une coque, parce qu'un téléphone qui tombe, c'est un téléphone cassé et souvent inutilisable. Donc le faire durer. Chez nous, je dirais qu'un téléphone aujourd'hui, ça devrait durer 5 ans, 6 ans.
même 7 ans. C'est un peu ce qu'on met dans nos marchés. C'est un peu complexe aussi parce qu'en fonction des missions, on va avoir besoin d'un téléphone plus ou moins récent. On va avoir besoin, je dirais aussi, de rendre ce téléphone. Est-ce qu'il est réemployé derrière? Est-ce qu'on en fait un D3E? Alors, c'est quoi un D3E? Un déchet issu des équipements électriques et électroniques. D'accord. Souvent, donc, on a des téléphones qui deviennent des D3E du moment où on ne les utilise plus. Donc, je m'intéresse à voir comment on peut, 1, les réemployer, 2, les recycler. Après avoir rencontré plusieurs sociétés et associations, il est possible éventuellement sur des téléphones complètement, je dirais, HS, de récupérer ne serait-ce que le châssis pour remettre un téléphone qui marche dedans. Et donc voilà, réemploi, durabilité, réparabilité, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec les téléphones. Et vous dites, pourquoi pas du leasing pour les téléphones ? Alors ça c'est une idée, mais il faut que je vois avec les marchés. La règle dans les universités, c'est les marchés publics. Donc on passe des accords, je dirais, avec des sociétés suite à des appels d'offres. Quand je vois qu'il est compliqué de gérer ces téléphones dans la société, pour des raisons économiques et puis de durabilité, on pourrait très bien aussi avoir une meilleure vision en louant ces téléphones plutôt qu'en les achetant. C'est une piste ? Alors, c'est une piste qu'on regarde, mais c'est vrai que nous, on a déjà pris l'habitude de les conserver vraiment très très longtemps. Oui. C'est une habitude aussi bien pour les PC que pour les téléphones. Vraiment, quand ils sortent de notre cycle d'utilisation, ils ont vraiment fini leur vie pratiquement. Hein, voilà. Donc, ils ont rendu service. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il faut qu'on regarde le seuil de rentabilité aussi. Voilà. Alors, pour l'université, je voudrais ajouter, si je m'intéresse au leasing, c'est que moi, je suis à l'université. Je suis là d'abord pour les étudiants. Oui. Et dans les pratiques que je pourrais avoir avec le leasing, pour les personnels, je pourrais obtenir des offres, je dirais, préférentielles pour mes 32 000 étudiants, à condition de faire affaire avec des gens de boîtes qui font du leasing. Parce que derrière, ils pourraient nous faire des prix... Ah oui, avec 32 000 potentiels clients, on imagine qu'il y a quelques entreprises de leasing qui pourraient être intéressées. On termine avec cette collecte de Tours Métropole. Quels sont les chiffres? Est-ce que ça a fonctionné? C'est-à-dire, est-ce que vraiment les Tourangeaux, les habitants de la métropole, sont venus déposer leur téléphone ces dernières années? Oui, effectivement, ça a très très bien marché. Les collègues de la direction de la transition écologique, transition environnementale, excusez-moi, ont mené cette opération et chaque année, ils ont amélioré leur score. Et donc, en 2022, c'était 700 smartphones qui avaient été récupérés et en 2023, ils en ont récupéré 1700, et notamment en mobilisant les écoles. Donc, il y a une vingtaine d'écoles qui ont participé sur l'édition 2023 et 1 millier de smartphones ont été récupérés simplement dans les écoles. Et donc, ça permet aussi de sensibiliser les plus jeunes. Ouais. Voilà, donc c'est très, très intéressant cette opération. Et donc, en tout, 2023, 1730 smartphones et téléphones portables récupérés. Et dernière question avec vous. Je suis une entreprise, je suis un service, je suis un magasin, un commerçant. Si moi, je veux mettre en place une collecte chez moi, est-ce que je peux appeler Tours Métropole Il faut quand même une petite organisation, j'allais dire, pour mettre en place ce type de collecte. Alors, la collecte, elle est destinée au grand public. Hein, c'est bien pour recycler le matériel du grand public. Donc, c'est les habitants qui peuvent le faire. Ça peut être les agents. Nous, on fait une collecte auprès des agents de la métropole et ils viennent apporter leur smartphone. Donc, sur les entreprises, ça peut être les agents des entreprises qui peuvent le faire. On peut réfléchir à comment le mettre en place et sans doute s'appuyer sur la plateforme qui est le Hub Eco qui met en relation les entreprises pour pouvoir organiser le dispositif. Mais ce n'est pas pour récupérer les déchets des entreprises qui ont par ailleurs leur propre filière et leur système. Et puis si je suis un particulier, il y a aussi un site internet à connaître qui s'appelle je donne mon téléphone portable.fr. Merci beaucoup Véronique Chatin d'être venue sur le plateau. Merci. Tout de suite, on va parler de nos PC.
La collecte et le réemploi des terminaux informatiques. On en parle maintenant avec Stéphane Vey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes salarié de l'association informatique participative. C'est une association qui est basée à Tours, rue Edgar Poe. Déjà, on présente en quelques mots l'association. L'idée, c'est de fournir du matériel et puis de lutter contre cette fracture numérique qui existe. Hein. C'est pas un mythe. Complètement. Alors, les deux actions principales de l'association, c'est le reconditionnement, comme vous venez de le dire, et c'est aussi l'accompagnement à l'usage pour les personnes qui sont dans la fracture aussi, qui sont vraiment touchées par cette fracture-là. Et l'accompagnement, ça peut être de la découverte de l'ordinateur, quelqu'un qui ne sait pas du tout s'en servir, qui ne comprend pas le principe de la souris, du clavier et ainsi de suite. Et après, ça peut aller juste aux bonnes pratiques, comment faire son CV, comment utiliser sa boîte mail, comment avoir des éco-gestes aussi sur la gestion de la boîte mail pour réduire l'impact sur le numérique. Et donc l'accompagnement en fait est une part entière du reconditionnement. Enfin, la médiation numérique, c'est le reconditionnement et c'est l'accompagnement. Alors, à l'université, par exemple, 6500 machines. Chaque année, il y a des machines qui sont réformées, à peu près 400. On en fait quoi? On les donne à l'association informatique participative ou pas? Alors, je vais plus loin que ça. Pour pouvoir faire de l'écologie du numérique sur le matériel, je pense qu'il faut prendre l'ensemble du cycle de vie d'un matériel. Donc quand vous l'achetez, on en a parlé, durabilité, réparabilité, garantie à 7 ans. Sur les usages, faire attention à ce qu'on met dedans, l'éteindre quand on ne l'utilise pas, supprimer le logiciel. Là, on est sur l'usage et l'achat. Et le cycle de vie, ensuite, on arrive à la phase, ces matériels sont soit cassés, donc ça devient ces fameux déchets des 3E, soit ces machines fonctionnent, mais elles ne répondent plus aux besoins pédagogiques et de recherche. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est là où j'ai cherché des solutions qui étaient autres que de les mettre en palette et en déchetterie, ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Après avoir, je dirais, sourcé un peu les acteurs en région centre, j'ai trouvé l'informatique participative qui fait du reconditionnement, donc qui va me permettre d'aller au bout du cycle de vie, c'est-à-dire ces machines vont être données à l'association pour être redistribuées à mes étudiants, à mes personnels, dans la mesure où ça les intéresse. Comme on est sur le projet Pro 3, l'Université d'Orléans fait le même système avec une société qui s'appelle Norip, et le CNAM fait la même chose avec une société qui s'appelle Envie, qui est chez nous très axée électroménager. Et donc fournir mes matériels à l'association informatique participative, c'est donner une seconde vie et provoquer une économie circulaire, je dirais, au niveau de la région. Et je pense que c'est super important d'avoir ces acteurs-là actuellement. J'ai un souci quand même, c'est après. Une fois que ces machines deviennent des D3E, je n'ai pas encore trouvé aujourd'hui la filière éco-responsable qui sait collecter, démonter, récupérer, valoriser. Désosser l'ordinateur et aller dans des filières carrées. En tout cas, la seconde main, j'ai envie de dire, ça existe. Par rapport au PC. C'est facile de reconditionner un ordinateur? Alors, le reconditionnement d'un ordinateur, ça consiste à changer des pièces dedans, à faire du nettoyage. Enfin, c'est pas que du matériel d'occasion. Quand on emploie le terme de reconditionner, c'est qu'on fait évoluer, si possible, l'ordinateur pour qu'il soit un petit peu plus puissant. Et là, surtout, la part entière du reconditionnement, c'est surtout au niveau logiciel, c'est d'installer autre chose qu'on utilise tous les jours sur nos ordinateurs qu'on achète actuellement. Exit Windows. Exit Windows. Et on dit bravo, en fait, aux logiciels libres qui, en plus de respecter l'aspect éthique, protection des données, qui vont demander aussi moins de ressources à l'ordinateur et qui vont prolonger nettement la durée de vie. Et comme le disait Bertrand, un ordinateur, en fait, il va être prolongé facilement pour 1 an, 2 ans, voire même plus, nettement plus en fait. Comment s'appellent ces logiciels qui ont l'air épatants, j'ai envie de dire? Alors en fait, le système d'exploitation s'appelle Linux. Et les autres logiciels qu'on fait tourner dessus, c'est des logiciels que tout le monde connaît, puisque c'est par exemple Firefox. Firefox pour aller sur Internet, c'est LibreOffice pour taper des documents, des tableurs et des présentations. Et ces logiciels-là, en fait, ils sont utilisés déjà par beaucoup de personnes dans l'environnement Windows, ou ne serait-ce que sur le téléphone aussi. Donc c'est des logiciels qui sont connus, l'air de rien, en fait. Est-ce que vous avez suffisamment de dons de PC, alors l'université en donne en masse, pour pouvoir répondre à la demande de vos adhérents? L'adhésion, c'est une quinzaine d'euros.
je crois, à l'association. Est-ce qu'il y a assez de... Non, non. On est en perpétuelle recherche en fait d'ordinateurs. Et alors on a une convention avec l'université, on a une convention aussi avec le tribunal. Et on a quelques donateurs aussi de manière sporadique, comme par exemple les bailleurs ou comme des sociétés privées. On a la métropole aussi qui nous donne des ordinateurs, mais on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez parce que la demande, en fait, elle est grandissante. Alors que ça soit au niveau de l'université, au niveau des étudiants, du personnel, ou même tous les autres programmes auxquels on peut participer au niveau du contrat de ville, on n'a jamais assez d'ordinateurs. Donc là, appel à ceux qui nous regardent, aux entreprises, aux particuliers, où on peut venir déposer un ordinateur chez vous ? Vous pouvez venir tout à fait déposer un ordinateur. Alors, on va privilégier, au début on a eu du personnel, des particuliers qui nous donnaient des ordinateurs. Après on est arrivé sur des entreprises et donc actuellement en fait on a quand même nettement plus d'entreprises. Alors un avantage entre guillemets pour les entreprises, c'est que les ordinateurs on peut en récupérer déjà plusieurs. Oui. Et puis généralement c'est toujours les mêmes modèles. Oui. Donc là oui évidemment. Si vous avez des ordinateurs, on prend, on reconditionne, et les ordinateurs qui ne sont pas fonctionnels, et bien justement, on les met en traitement des 3 œufs. D'accord. Alors, que se passe-t-il une fois qu'ils sont reconditionnés? Ils sont donc utilisés, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ordinateurs à bas prix, à bas coût pour les étudiants, par exemple. Qu'est-ce qui se passe après le reconditionnement? Alors, en plus de la convention avec l'université, qui nous permet en fait de distribuer des ordinateurs juste à hauteur d'une adhésion à l'association, donc comme vous le disiez tout à l'heure, de 15 €, ouais. On participe aussi à des programmes, des contrats de ville, des programmes sur le contrat de ville, qui nous permet de distribuer des ordinateurs à toutes les personnes qui nous sont prescrites par des accompagnateurs sociaux. Mais là, c'est à hauteur de 5 € seulement. D'accord. Et l'ordinateur, une fois qu'on le donne, on ne le donne pas juste comme ça. En fait, on accompagne aussi la personne dans l'usage pour faire découvrir, parce que tous nos ordinateurs sont livrés, comme je disais tout à l'heure, sous Linux. Donc, on passe 1 heure ou 1 heure et demie avec eux pour leur montrer les possibilités, en sachant que les personnes, elles vont aller sur Internet, consulter leur messagerie, utiliser les services publics, taper leur CV, comme je disais tout à l'heure, quelques documents, et en fait Linux répond à 99% des cas d'utilisation. Vive Linux. Donc l'association, je le disais, elle est 2 rue Edgar Poe à Tours. Un mot quand même pour monsieur et madame tout le monde, pour éviter pour engager de bonnes pratiques. On disait par exemple au niveau des mails, on vide sa messagerie. Donnez-nous quelques conseils comme ça sur les bonnes pratiques à mettre dans notre routine, Bertrand. Pour moi, la première bonne pratique, c'est de se questionner sur l'usage. Oui. Je pense que ça ne sert à rien d'aller acheter une machine à 800 €, dernier modèle, quand on va faire de la bureautique et de l'Internet. Ce qui va nécessiter d'avoir des machines de qualité puissante, ça va être le calcul scientifique, la modélisation 3D, le traitement d'images. Mais pour un usage, je dirais classique, un ordinateur reconditionné fait très bien l'affaire. Au niveau de l'utilisation, ça y est, j'ai acheté mon ordinateur reconditionné, j'envoie des mails, c'est un peu la vie, les mails, c'est comme ça qu'on communique dans les entreprises, dans les institutions et avec les amis. Qu'est-ce que je fais? Je nettoie, parce que faire son ménage à la maison, c'est une nécessité, mais faire son ménage dans sa messagerie, ça l'est aussi. Ça l'est aussi, et je voulais aussi rebondir sur quelque chose qui a été abordé tout à l'heure. Les anciens téléphones ou ordinateurs qui traînent dans les tiroirs, on peut toujours récupérer des données dessus. Enfin, si l'ordinateur est fonctionnel, on peut récupérer du matériel dessus, le disque dur en l'occurrence, pour essayer de récupérer des données. Enfin, il ne faut pas, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on pouvait le garder dans le tiroir parce qu'il y a des photos qu'on ne veut pas jeter. Eh ben non, enfin, c'est un mauvais critère, c'est sûr, et on peut peut-être les récupérer. Donc ça, c'est une chose. Et en ce qui concerne, pour revenir à votre question sur la messagerie, il y a plusieurs choses. Alors, il y a tout l'aspect aussi protection des données. Enfin, sur la messagerie, on peut faire du ménage, on peut éviter les pièces jointes, on peut supprimer les messages avec des pièces jointes. On ne va pas juste envoyer un message en disant « OK » pour répondre à quelqu'un. En fait, et oui, mais comment je lui réponds alors? Messagerie instantanée? Bah oui, ou on ne répond pas. Oui. Peut-être, non, tout simplement. Oui, pourquoi pas. Oui, enfin, ça peut être aussi une manière de faire. Donc il faut, quand je reçois un mail avec des pièces jointes, je me questionne, est-ce que j'ai besoin de la garder ou pas? Il faut choisir en fait, c'est ça, il faut faire des choix. Alors moi j'ai une autre vision de la messagerie. Oui. La messagerie, c'est un petit impact au niveau des données. Par exemple, si je prends l'université de Tours, notre système d'information c'est 800 Tera. Oui. La messagerie, c'est 11 Tera sur ces 800. Donc ça représente 1,4%, si je ne dis pas de bêtises. Ouais.
Si je me rappelle la phrase d'un conférencier de Malakoff Humanis, c'est « nettoyer la messagerie pour 2500 personnes équivaut à rouler en voiture diesel sur 400 mètres ». Le sujet n'est pas là. Ouais. Pour moi, le sujet n'est pas de nettoyer sa messagerie, vu que c'est quand même un faible pourcentage des données. Mais par contre, au niveau de la sensibilisation et au niveau, je dirais, du mental des personnes, c'est très important. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous prenez conscience que, justement, ces données... Et qu'on a une action. Elles ne sont pas virtuelles. Et puis un autre aspect psychologique qui n'est pas assez évoqué, c'est quand on a une barre d'avancement, qu'on la voit se remplir jusqu'à être pleine. Pour le moral, ça mine les gens de se dire « je suis débordé par ma messagerie ». Beaucoup de gens disent aujourd'hui « les mails, j'en reçois trop, je n'arrive plus à les lire et ça m'étouffe ». Donc je peux faire un petit scan de ce que je reçois. Tiens, je suis abonné à des newsletters que je ne lis pas. Je me désinscris, par exemple. Oui, on se désinscrit. Il faut prendre un peu ce Il faut prendre du temps pour faire du tri, pour avoir des bonnes manières de l'usage, en fait. Moi, sur l'université, c'est le cas qu'on a dans le Digital Cleanup Day, là, sur la messagerie. On a fait un filtre automatique qui classe tous les messages de plus de 5 mégas automatiquement. C'est-à-dire que nos usagers, mes 2500 personnels, en ouvrant leur boîte, ils ont un petit dossier qui leur met tous les messages supérieurs à 5 mégas. C'est beaucoup plus facile de trier ce volume-là. Une fois que c'est dans un dossier. Que dans un dossier automatique, que d'aller fouiller tous ces mails ou de faire soi-même ces recherches de qu'est-ce que j'ai qui Vous avez facilité la tâche de vos. Et du coup, ça marche bien. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà plus de 200 personnes qui ont téléchargé la petite procédure de nettoyage de mails à partir de ce dossier à l'université. Et je voulais juste rajouter un mot sur le fait de parler de la petite barre de tâches, enfin la barre de progression qui agit sur la quantité du message. Il faut se méfier aussi parce que des fois, arrivé au bout d'un certain moment, ça peut être une manière aussi pour les fournisseurs de messagerie d'acheter quelque chose, enfin de proposer un achat pour dire je vais te donner un petit peu plus d'espace si tu achètes. De s'abonner à un petit espace supplémentaire. Tout à fait, Donc, et c'est du marketing et on a toujours envie d'en avoir plus. On rappelle l'adresse de l'association informatique participative. Il y a des permanences, les lundis, mercredis et jeudis de 14h à 17h. C'est 2 rue Edgar Pau à Tours. On va parler d'un autre sujet qui prend énormément de place. Ce sont les imageries médicales. Comment gérer les données de recherche de l'imagerie médicale ? Eh bien, on fait le point avec un spécialiste. Christophe Zestrieux, bonjour. Bonjour. Professeur d'anatomie, neurochirurgien au CHU de Tours, membre de l'unité INSERM e-Brain. On fait le point avec vous sur l'imagerie médicale et dans, j'allais dire, les scans et les IRM qu'on peut faire à l'hôpital et puis dans les besoins de l'université parce que les étudiants travaillent ensuite, on va le voir sur ces images. Déjà, un nombre à nous donner sur ce que ça pèse, entre guillemets, à l'hôpital. Les scans, les radios, les IRM, on en fait tous les jours, c'est votre quotidien en fait. Oui, tout à fait. Alors moi, je connais plus l'imagerie en coupe que les imageries traditionnelles. Oui. On doit faire à peu près 150 scanners ou 150 IRM par jour. Et chaque scanner, chaque IRM, ça sera plusieurs mégabytes de données, donc plusieurs dizaines de mégabytes. Donc ça peut monter très vite. Alors comment est géré finalement ce type de données ? Il faut évidemment, et on l'espère, on parle de santé, des données ultra précises. On choisit finalement l'épaisseur d'une image. On voit là, donc là, on est sur un cerveau. On dirait un très joli papillon. Mais finalement, les professionnels de santé choisissent des qualités optimales pour détecter la moindre anomalie, c'est ça ? Alors, on choisit la qualité adaptée à la pathologie qu'on recherche, en fait. D'accord. Donc ça, c'est le travail des radiologues. Moi, je ne suis pas radiologue, encore une fois. Et toutes nos images à l'hôpital sont stockées dans un gros système d'imagerie qui s'appelle le PACS, en fait, le système d'archivage et de consultation. Il n'y a plus de films à l'hôpital. Ça a disparu il y a quelques années. Mais on utilise ce système, nous, en fait, un peu en marge, puisqu'on va simplement l'utiliser pour récupérer des données qui nous serviront pour la recherche. D'accord. Ce que vous voyez là, ce n'est pas du tout une image de patient. Ça, c'est une image qui a été faite sur un cerveau de donneur qui était décédé, qui a été scanné à Neurospin, qui est un centre d'imagerie, pendant 6000 heures. Donc, c'est évidemment pas ce qu'on fait en pratique clinique, et on n'a pas du tout cette qualité d'image. Là, on a vraiment des images qui sont des premières mondiales, en fait. Donc, on n'a pas...
Et alors justement, par rapport aux images qu'on utilise, qui viennent de patients finalement, une IRM, qu'est-ce qu'on en fait après? C'est-à-dire, est-ce qu'on donne une durée de vie à une image? Comment on gère ces données? Alors, on parle des images patients ou des images de recherche? Alors, les images patients, elles sont archivées. Il y a des règles très, très strictes. On les garde pendant, je crois que c'est 20 ans dans le dossier patient, ce qui pose un problème aux collègues de l'informatique médicale parce qu'ils doivent augmenter. Et puis, les cliniciens que nous sommes, on aime bien les images. Donc, on demande toujours de plus en plus d'imagerie avec des données qui sont de plus en plus lourdes. Donc, ça va peser de plus en plus. Mais là, je dirais que ça ne pèse pas sur l'université. Ça pèse sur le CHU. L'université n'est pas impactée par cela. Nous, on va simplement, quand on fait une étude scientifique, on va scanner un certain nombre de volontaires sains ou de patients. Les données sont extraites du système de l'hôpital. Elles sont anonymisées. Elles transitent à l'université. Et là, on va commencer à les traiter sur nos serveurs. Et c'est là qu'on va être un peu lourd pour les serveurs de l'université. Alors justement, quand il y a cette lourdeur sur les serveurs de l'université, Bertrand Billot n'est pas content. En tout cas, il faut avoir une action. Avec ces Digital Cleanup Day, est-ce qu'on met en place des choses pour moins peser dans la balance? Alors, je peux vous dire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire rien. Ok, bon, donc en fait, c'est simple. On acquiert de la donnée et trier la donnée, l'éliminer, c'est du travail en fait, et ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est plus simple d'accumuler. Et comme les systèmes de stockage, on a l'impression qu'on peut les étendre à l'infini. Enfin, là, Bertrand ne sera pas très content, mais c'est un peu le ressenti qu'on a habituellement. Et là, je dois dire qu'avec les journées de nettoyage de printemps, là, on s'est mis un peu le nez dans ce qu'on avait dans les serveurs. Ah oui, alors qu'avez-vous décidé de faire? Alors en fait, on a trié les études qui étaient déjà clôturées. Alors on n'a pas voulu tout détruire parce que c'est un peu psychologique, je pense. Oui, j'ai l'impression. On a archivé toutes nos données en faisant des espèces d'archives zippées, en fait plus petites, moins lourdes, et on va les mettre sur des disques durs morts en fait, qui seront. Alors en fait, c'est des petits disques qui vont être conservés. Est-ce qu'on appelle ça la sauvegarde froide ou pas du tout? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des disques durs comme vous pouvez avoir à la maison en fait, mais qui vont être stockés sur une étagère et qui ne vont pas consommer d'électricité, qui vont être. On va faire, je pense, 2 copies pour être certain de ne pas perdre quelque chose. Et je ne suis pas certain qu'on aille les revoir très souvent. Mais dans le cas où on aurait besoin d'aller les chercher, ça peut être utile. On les a quand même dans un coin. Et donc là, c'est en cours. Il faut qu'on comprenne que finalement, les serveurs, pourquoi ils polluent, pourquoi on parle de pollution numérique, Bertrand Billot, c'est parce qu'il faut les refroidir, en fait, tous ces gros data centers, c'est ça? Il faut d'abord les alimenter. En électricité. Ensuite, il faut évacuer la chaleur, donc il faut les refroidir. Et puis, comme on vient de le dire, c'est exponentiel. On pense qu'on peut toujours augmenter, remplir. Si je prends le prisme financier, aujourd'hui, l'Université de Tours, comme celle d'Orléans, ainsi que l'INSA, avons décidé d'aller, c'est une décision ministérielle, sur un centre de données régional, qu'on appelle data center. Et j'ai fait les calculs de coûts. Si on devait payer aujourd'hui l'intégralité de nos données là-bas, je serais entre 800 000 et 1 million d'euros par an. Ça n'est juste pas possible. Donc il y a des parties qu'on peut peut-être étudier pour ne pas les transférer, surtout des données qui ne servent pas. L'imagerie médicale sert. La sauvegarde froide, elle a 2 avantages pour moi. Si c'est des données non consultées, c'est bien qu'elles ne soient plus sur des baies actifs qui consomment. Ça, c'est la première chose. Puis moi, je me dis aussi, par les temps qui courent, avec les attaques qu'on peut subir, on ne perdrait pas, si un jour on prenait un cryptolocker, on aurait au moins une sauvegarde de ces données-là quelque part. C'est des données que je pense qu'on n'utilisera jamais. Donc, en fait, on les garde un peu par... acquis de conscience. On ne sait pas trop pourquoi on les garde, finalement. Exactement. Non, c'est un peu... C'est intéressant parce qu'il y a cet aspect psychologique et pourtant il va falloir penser à un cycle de création et puis d'expiration des données qu'on produit finalement. C'est ça le digital clean-up aussi, c'est de se dire il faut penser à une date d'expiration. Pourquoi on garde quelque chose? De manière générale, les professionnels de santé comme vous, moi, le particulier à la maison, c'est un peu ça le Digital Clean-up Day? Moi, je pense que, comme pour le matériel, je parlais d'analyse du cycle de vie des matériels, je pense qu'il faut aussi une analyse du cycle de vie des documents. Aujourd'hui, un document, on le crée, on l'utilise. Du moment où on ne l'utilise plus, c'est une archive. Il n'est plus vraiment pertinent. Donc à l'université, jusque-là, on a 3 phases. Création, utilisation, oubli. Et c'est là où ça ne va pas.
Donc j'en dis pas plus, mais il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Et ça, c'est important de mettre en place des systèmes. Il va falloir qu'il y ait quoi, de nouveaux métiers qui arrivent, des nettoyeurs de données dans les entreprises, dans les institutions, dans les hôpitaux. Alors, je pense que c'est surtout des bonnes habitudes qu'il faut qu'on prenne et qu'on n'a pas prises, éventuellement aidées par des outils. Pour l'instant, si vous voulez, toutes nos données, nos recherches sont stockées dans un gros disque dur, enfin c'est branché sur un serveur, en fait, c'est un serveur de fichiers, mais on n'a pas vraiment d'outils qui nous permettent d'aller chercher les vieux trucs, les plus récents. On n'a pas, bon. Donc là, on est en train d'évoluer vers un autre système, un peu analogue au système hospitalier, où on pourra mettre des données, enfin des informations qu'on appelle des métadata, en fait, des métadonnées, accrochées à chaque image pour nous dire cette image elle a été produite à telle date pour telle étude, et on pourra ensuite filtrer tout ça pour essayer de nettoyer un peu mieux nos serveurs. Pour l'instant, c'est pas le cas. On le fait à la main, en fait, donc ça prend du temps. C'est l'avenir en fait, ça c'est la marche supplémentaire, essayer d'automatiser un petit peu cette réflexion autour d'une donnée et de savoir ce qu'on en fait. Oui, moi en tout cas, c'est ce que j'ai mis dans ma feuille de route parce que je redécouvre, je pourrais parler de notre archiviste à l'université, moi je l'appelle l'archéologue informatique parce qu'elle déterre des vieux dossiers et quand elle tombe sur des vieux dossiers, elle a d'abord envie de voir si c'est des choses qui n'ont pas un intérêt patrimonial, puis elle va tomber sur des choses qui n'ont peut-être plus de sens. Donc moi je pense qu'on a besoin de personnes qui travaillent justement de professionnels, de la donnée pour pouvoir la traiter, la gérer, l'archiver, voire l'évacuer quand elle n'a plus. Prendre des décisions. Oui. C'est ça. C'est une des questions qui a été soulevée par ce Clean-up Day au niveau des services informatiques de l'université, où j'ai demandé aux équipes d'être en appui des enseignants, et on me dit, mais si un enseignant nous demande s'il peut supprimer ça, qu'on lui fait faire une bêtise, qu'est-ce qui se passe ? Et donc la question s'est posée de quelle était la responsabilité de l'université à travers ces données. Alors si je reprends les paroles de l'archiviste, parce qu'elle a quand même de très très bons conseils, toutes les données stockées à l'université appartiennent à l'université. Mais j'ai un petit souci quand même, parce que j'ai des gens qui sont partis, j'ai des gens qui sont à la retraite, j'ai des gens qui sont décédés, et j'ai des dossiers orphelins. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle légitimité j'ai d'aller voir dedans pour savoir s'il y a des choses patrimoniales? Voilà, donc on doit, en fait, ce Clean-up Day aura déclenché cette prise de conscience-là, de lancer une analyse du cycle de vie et du contenu des documents. La pertinence et puis des choix qu'il y a à faire ensuite derrière. Merci beaucoup Christophe Destrieux d'être venu sur le plateau. On va parler de la vidéo, on en produit tous les jours, d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Oui, mais il faut la gérer. Eh bien, on en parle tout de suite avec deux spécialistes. Comment gérer les fichiers vidéo? Car oui, ils pèsent lourd. Eh bien, on en parle avec deux spécialistes. Bienvenue, messieurs. Ronan Apriou, bonjour. Bonjour. Technicien audiovisuel à l'IUT de Tours, qui est donc à Tours-Nord. Et puis Benoît Berthier, bonjour. Bonjour. Technicien audiovisuel aussi à la direction de production numérique et multimédia de l'Université de Tours. On va faire le point avec vous. Vous êtes des spécialistes de l'image. On est ici même dans un studio de télé, d'émissions. On est à l'Université de Tours parce que oui, on produit des émissions. On fait un focus sur les fichiers vidéo. Je disais que ça pèse lourd finalement, donc c'est un enjeu pour l'université. C'est le média qui est très très utilisé à l'université Ronan. Oui, plus spécifiquement, on va dire à l'IUT de Tours, on a une formation en journalisme où on a des étudiants qui produisent énormément de médias, on va dire, que ce soit en vidéo, photo ou audio. Et donc après, en volumétrie, si je peux aborder, c'est qu'on a environ 3 téra par année pour nos étudiants de médias en fait. Vous avez également un studio télé parce que c'est une formation donc, de journaliste. On produit aussi de faux JT, de faux duplex derrière des fonds verts. Là aussi, au quotidien, on a de la production. C'est pas que du reportage. Pas que du reportage, on a de la production étudiante, mais aussi de la production, on va dire, institutionnelle par le service audiovisuel. Donc, nous, on est sur des projets qui vont entre 10 et 100 gigas par projet. Ça, c'est beaucoup, je ne me rends pas compte en fait. Oui, ça alors, commence à... Ronan dit 3 téras, c'est-à-dire 3000 gigas, donc 3 millions de mégas. D'accord. Bon, donc et puis ça, c'est régulier et depuis des années. Oui. Donc là, on est sur... je crois qu'on a quelques slides justement sur le volume des activités pédagogiques de production. Comment on gère au quotidien justement quand on produit un reportage, par exemple quand les étudiants produisent un reportage ou font des JT comme ça fictifs de l'entraînement,
Qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces données ? Alors, très bonne question, parce qu'on n'a pas vraiment de politique mise en place par rapport à, on va dire, l'archivage de ces documents. Oui. C'est un travail qui est en cours au niveau de l'université et aussi pour homogénéiser l'ensemble de nos pratiques en lien avec cet archivage vidéo. Mais nous, on demande souvent aux étudiants de récupérer leurs, on va dire, les PAD, les prédiffusés, donc c'est les éléments finaux. Oui, les reportages qu'ils ont produits pour qu'eux se fassent leur propre archive. Exactement. Et leur petit book pour montrer à des employeurs, j'imagine. C'est ça. Et nous, dans le service, on essaye d'archiver nos PAD, nos prêts à diffuser, des éléments qui ont été diffusés. Et après, tout le reste, on essaye de les effacer au fur et à mesure. D'accord. Alors, il y a beaucoup de vidéos qui sont produites par les étudiants, les enseignants, le service audiovisuel. En fait, il y a toute une chaîne YouTube qui est alimentée, Benoît, au quotidien. On est nous-mêmes en train de l'alimenter, j'ai envie de dire. C'est ça, on est là en ce moment en train de l'alimenter. Alors nous, on est dans un service qui produit des contenus audio, vidéo pour valoriser la recherche, pour la communication, entre autres. Et en fait, la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que là, on fait un focus sur l'IUT, mais des composantes à l'université, il y en a d'autres, avec d'autres pratiques. C'est une énorme université, on peut le dire, avec des filières partout. Et vous vous intéressez sur cette chaîne à énormément de composantes. Alors, on s'intéresse à toutes les composantes, mais surtout dans les pratiques du média vidéo, parce qu'on en produit de plus en plus, c'est pas un scoop. Ça pèse beaucoup plus lourd que du texte ou d'autres médias, c'est pas un scoop non plus. Mais la difficulté, c'est que les pratiques sont très différentes. Il y a des enseignants qui produisent eux-mêmes leurs vidéos pour alimenter leurs cours. Ils ont, des outils mis à disposition à l'université, peut-être qu'ils utilisent d'autres outils aussi hors université. Et c'est la diversité de toutes ces pratiques au sein des services et à titre individuel, des enseignants, des étudiants. C'est ces difficultés-là qu'on peut avoir pour savoir sur quel levier on peut agir et être raisonnable sur la gestion de tous ces fichiers. Justement, c'est ça aussi le Digital Cleanup Day. On sait qu'on fabrique beaucoup, qu'on produit beaucoup, qu'on utilise à visée pédagogique ou alors sur de l'information. Là, il faut décider de ce qu'on fait de toutes ces données. Oui, alors moi je vais plutôt laisser Benoît parler de ça parce que c'est lui qui travaille sur le sujet avec l'archiviste. Moi, si je dois donner des chiffres, j'avais demandé à notre direction des systèmes d'information, la DSI, on est aux alentours de 350 téras de données brutes, c'est-à-dire de données qui ne sont ni dans des serveurs, ni dans des bases de données. Donc des fichiers générés, que ce soit par l'imagerie médicale comme on l'a vu, ou l'audiovisuel, ou même d'autres services. Et donc ces données-là, elles ne sont pas liées à une application. Elles appartiennent donc à des personnels ou à des services. Donc c'est ces données-là sur lesquelles je voudrais qu'on travaille. Donc je dirais Benoît peut expliquer les pistes qu'ils sont en train d'aborder. Alors Benoît Renan, comment on fait pour gérer des rushs ? Les rushs, c'est ce qui nous permet de fabriquer de la vidéo, mais tout n'est pas bon. Donc quelle est, j'allais dire, la piste que vous allez utiliser? On essaie déjà de bien comprendre ce qu'on appelle le cycle de vie. On en a un peu parlé tout à l'heure. Voilà, c'est très schématique, une petite slide qui schématise un peu ça. Mais l'idée, c'est de bien comprendre de quoi on parle et à quel moment de la chaîne on est. On utilise tout un tas de rushs, donc de fichiers sources, des photos, du son, de la musique, des images vidéo, dont on va se servir pour produire un document. Et ça, c'est le cas dans des services qui produisent des contenus pour l'université, mais à titre individuel aussi. Je vais aller chercher une image qui va me servir à monter un petit montage. Bout de film, et ça, on est à l'étape de la sauvegarde. À partir du moment où le travail est en cours, on est dans de la sauvegarde. À partir du moment où on a terminé notre travail et qu'on a généré un fichier qui va être diffusé, archivé ou autre, qui est fini, le produit fini. Le produit est fini, la sauvegarde n'a plus de raison d'exister. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratiques qui consistent à garder les rushs en se disant peut-être que je vais reprendre mon montage dans un an. Le fameux et si, voilà. Il faut prendre des décisions en fait. La réalité, c'est que ça n'arrive jamais en fait. Où c'est déjà, il faudrait avoir une vraie stratégie pour isoler les rushs, les retrouver. Et là, c'est pas évident. Et par expérience, on sait que si on arrive à retrouver le rush parce qu'on avait l'image qui va bien, l'image elle est probablement datée parce que les formats ils évoluent très vite, la qualité elle évolue très vite. Le 4 tiers, et en réalité, on va 16, mettre 3 heures à trouver un plan qu'on va trouver pas adapté. Donc on va aller le refilmer. Voilà. Donc c'est pas utile de garder tout ça. Donc là, on fait un travail sur les rushs, sur tout ce qui nous a servi à fabriquer du contenu.
Et on fait le ménage. C'est un peu le principe de cette émission, finalement, de faire le ménage. Les plateformes de diffusion, elles sont gourmandes en stockage. Ronan, là aussi, il faut travailler à l'IUT. Comment vous allez faire? Vous allez aussi décider avec les étudiants, par exemple, de leur donner leurs produits finis, mais de vous séparer des rushs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, finalement, pour faire de la place pour nettoyer? Pour faire de la place pour nettoyer, c'est, déjà, il y a le facteur humain, en fait. Hein, c'est vraiment échanger avec l'utilisateur. On peut mettre en place des processus automatiques de nettoyage, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'on va effacer. Donc, il y a vraiment un travail avec l'humain, d'échanger avec les étudiants pour effacer leur rush. Donc, nous, souvent, avec les étudiants, on leur dit à la fin d'année de récupérer ce qu'ils ont besoin de récupérer. Et après, nous, on efface tout. Dernièrement, j'étais avec des étudiants qui ils ont une copie sur leur disque dur. Une copie de la copie. Exactement, avec des OK. Ouais. Et donc, on se retrouve avec des médias en doublon sur différents éléments. Donc, nous, ce qu'on fait, on leur demande en fin d'année de récupérer ce qu'ils ont besoin de récupérer et après, on efface tout sur nos machines pour en libérer de la place et repartir sur un espace vierge pour la nouvelle année universitaire. Si je dis GED, donc gestion électronique des documents, il faut mettre ça en place. Il y a qu'à Faucon, c'est bien, mais c'est ce qu'il faut faire pourtant. Il faudrait probablement. Alors en fait, c'est un outil qui permet d'aider, qui permet de définir des règles aussi d'usage. On en parlait tout à l'heure. On peut envisager aujourd'hui de déposer un document sur une plateforme et en lui mettant une métadonnée, la date de fin, c'est celle-ci. Et ça se supprime automatiquement. Donc il y a des outils technologiques qui existent, qui sont en train d'être mis en place, qui ne sont pas pour l'instant vraiment fonctionnel, voilà. On a adopté. Par contre, le facteur humain, il reste toujours indispensable. Parce qu'à un moment donné, si c'est moi qui choisis à quel moment ça va être détruit, il y a un bras de fer qui va s'opérer. Je vais choisir dans très longtemps. Et puis si un jour, finalement, c'est trop contraignant pour moi, je vais peut-être utiliser un outil extérieur plutôt que déposer sur UT Media, qui est notre plateforme de diffusion. Je vais peut-être mettre sur YouTube parce que YouTube ne va pas m'embêter. Est-ce que là, on a gagné la partie? Je ne suis pas convaincu non plus. Donc en fait, c'est un outil d'aide. Ça permet vraiment, ça permettrait de simplifier, de repérer. Par contre, le facteur humain, il reste essentiel parce que c'est à chacun, finalement, d'être raisonnable, d'avoir conscience de ce que ça pèse et puis de ranger sa chambre. Oui, la GED, elle est déjà en place à l'université pour, je dirais, tous les documents légaux, les carrières, les retraites, etc. Donc on a déjà ce type d'outils. Là, des échanges que j'ai avec les différents services audiovisuels, on est en train de se fédérer dans une coordination. Il nous faudrait une instance de GED, donc de gestion électronique de documents, spéciale pour tout ce qui est audio, vidéo, images. Parce que c'est ça, les plus gros poids de données dans notre université. Et on diffuse aussi sur des espaces cloud. Et autant sur un disque dur d'ordinateur où on va pouvoir faire un montage, on se rend compte quand il est plein, autant il y a le cloud, on a cette image de l'infini. Voilà, cette image de l'infini qui fait que... Et pourtant, on en a parlé juste avant, c'est plus gourmand. C'est plus gourmand parce qu'on est sur des stockages actifs. C'est plus gourmand parce qu'il y a une redondance, donc il y a toujours une duplication qui est faite. Et c'est plus gourmand aussi parce que sur des plateformes de diffusion, je pense qu'on a tous fait l'expérience sur YouTube, quand on n'a plus de débit, quand notre débit baisse, la vidéo se dégrade, mais elle continue de se lire. En fait, c'est tout simplement parce qu'on dépose un fichier et YouTube va créer un second, puis un troisième, puis un quatrième dans des versions un peu moindres. Dégradées. Voilà. Ça fonctionne pareil à l'université sur UT Media, par exemple, ce qui fait que si je dépose un fichier d'1 giga, réellement, il va peser 1,5 giga. D'accord. Pour permettre à l'utilisateur final, quel que soit son débit, de pouvoir consulter le document. C'est super, c'est un super outil. Mais ça pèse plus lourd. Donc on est vraiment sur des plateformes qui sont gourmandes en ressources. Et c'est là-dessus où il faut être aussi vigilant. Si mon fichier n'a plus de raison d'être diffusé, on peut l'archiver. Donc produire de la vidéo, c'est bien, mais il va vraiment falloir s'intéresser, en tout cas, parce que la vidéo, elle est partout dans notre quotidien, dans l'enseignement évidemment, mais elle est partout dans notre quotidien. Donc il va falloir prendre des décisions. Comment on fait si on a envie quand même, Bertrand Billot, de se positionner sur cette lutte contre la pollution numérique? Je crois qu'il y a un site internet qui est important, où il y a un peu le résumé de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est Pro3.
c'est ça? Pro3, oui, alors c'est le site web du projet de l'Agence nationale de la recherche. C'est notre occurrence. Les DEMOES, je ne l'ai pas dit, il y a eu 17 projets retenus au niveau national, dont celui de la région Centre. On a mis un site web pour montrer les actions qu'on menait ensemble dans ce projet. Donc, on a dans ce site qui s'appelle demoes-pro3.fr. La rubrique Digital La Clean Up Day. rubrique Digital, il y a les autres aussi. Ouais. Et dans celle-ci, il y a plusieurs choses. Des actions de réemploi, des actions de sensibilisation. Il y a des vidéos avec une interview de l'archiviste d'Orléans qui explique le cycle des données et ce qu'on y fait. On a autrement un formulaire de déclaration de ce qu'on a récupéré, libéré comme espace cette semaine. Les gens peuvent dire j'ai nettoyé ma boîte mail ou j'ai supprimé des fichiers de service. Je note ici. Je viens vous dire ma bonne pratique et on voit tout ce qui a été mis à la corbeille. On a l'établissement, l'entreprise, l'association, le volume de données en gigaoctets. Et on a aussi le département, comme c'est un événement régional, on a aussi le département géographique qui nous permet de dire, tiens, ici, ça bouge. Là, et donc là, on a quand même pas mal de connexions et on peut continuer. Oui, ça va durer toute la semaine. Hier soir, on était dans les 175 gigas, ce qui est quand même assez peu au regard de ce qui est dit ici, les 14 téras d'imagerie. Donc on encourage ceux qui nous regardent, allez-y, videz les corbeilles, allez-y, c'est le moment en fait. Oui, c'est le moment. Après, je vais être honnête, c'est une première année, c'est une année de sensibilisation. Moi, quand je vois que mon petit tutoriel a été déjà téléchargé plus de 200 fois, ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience. Les gens ont conscience que les données, ça n'est pas un gouffre sans fin et qu'on ne peut pas remplir indéfiniment nos espaces. Bon, je crois que le message est passé en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. Merci Bertrand Billot pour cette émission. Et puis merci à l'équipe technique derrière les caméras qui supprimeront peut-être un jour cette vidéo parce que oui, c'est important de faire des choix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.